pour terminer ce passage en revue des filières et de leurs initiatives favorables à la biodiversité, nous nous penchons sur un secteur historique, qui est l'hydroélectricité. Monsieur Galland, comment la question de la biodiversité a-t-elle été intégrée au sein de la filière? Ce n'est pas nouveau, c'est peut-être une des premières à l'avoir expérimenté, en tout cas à y être confrontée. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la manière dont cet enjeu a été pris en compte? Alors c'est intéressant pour la filière hydroélectricité d'intervenir en dernier parce que ça permet de faire un comparatif entre ce qui se passe maintenant pour les nouvelles ENR, j'ai envie de dire, et puis la plus ancienne. C'est vrai que quand on parle de l'hydroélectricité, à ses débuts, la préoccupation environnementale n'était pas un sujet. Il y a une centaine d'années, quand on a lancé les premières centrales, c'est clair qu'on n'avait pas conscience des préoccupations, des impacts, et donc c'était absolument pas une préoccupation. C'est quand même quelque chose qui est monté assez rapidement, dans les années 50-60, on a commencé à prendre conscience du fait que c'est l'aménagement avait des impacts, et qu'on est tous là pour se dire qu'il y a des impacts, et pas avoir la volonté de les cacher. Il y a eu des premières dispositions qui ont été prises, mais le révélateur et le déclencheur des évolutions, c'est une loi qui a été prise en 1984. C'est assez amusant parce que c'était une loi qui s'appelait pêche en eau douce et protection de la ressource piscicole, qui avait plutôt pour finalité de protéger une autre activité économique qui était la pêche. Donc on voit que à chaque moment sa préoccupation, en l'occurrence. Et cette loi, elle portait finalement en germe tout ce qui aujourd'hui continue à réglementer les impacts de l'hydroélectricité, puisqu'elle demandait des débits minimums à l'aval des aménagements, elle demandait la mise en place de dispositifs de franchissement pour permettre aux poissons de remonter à l'amont des barrages. Elle exprimait une préoccupation en matière de protection des frayères, donc des zones de reproduction des poissons, et déjà elle parlait de mesures compensatoires. Donc on voit que c'était vraiment une loi qui était précurseur, en ce sens qu'elle prévoyait déjà quelque part la fameuse séquence ERC dont on a beaucoup parlé aujourd'hui de façon très anticipée. Ça a été un déclencheur parce que finalement, quand cette loi a été prise, on s'est aperçu qu'en fait on ne savait pas grand-chose. On revient toujours au même problème, hein. On ne savait pas grand-chose sur les poissons, on ne savait pas finalement grand-chose sur la façon de leur faire franchir un barrage. Et il faut rendre hommage à des précurseurs qui ont fait finalement tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un chercheur missionné à ce qui était à l'époque le Conseil supérieur de la pêche, qui maintenant serait l'Office français de la biodiversité, qui a été chargé de travailler sur le dimensionnement des ouvrages piscicoles. C'était Michel Lariguier, je crois qu'on lui doit beaucoup dans l'hydroélectricité. Il a embarqué avec lui un autre chercheur de la R&D d'EDF, et finalement, à eux deux, ils ont construit une vraie démarche scientifique, et ils ont fait ce que Julien Nissen nous disait ce matin, quand on ne sait pas, il faut aller voir là où ça marche. Ils sont allés aux États-Unis, parce que là-bas, on savait faire, mais pas cette façon. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont ramené des techniques, et ils ont ramené une conviction, c'est qu'il fallait faire de la science. Parce que, au début, et c'est ce que j'illustrerai par cette diapo, finalement, on a fait, en réponse aux préoccupations, on a fait des bassins poissons, finalement, un peu comme ça, un peu pour répondre à une obligation, mais sans véritablement savoir si ça fonctionnait ou pas. Et ils ont été précurseurs au sens où ils ont fait ce qu'on fait maintenant, qui est vraiment une évidence. Ils ont fait un travail transverse, ils ont fait le lien entre la mécanique des fluides, c'est-à-dire le comportement de l'eau, et la biologie, le comportement du poisson, ce qui leur a permis finalement vraiment de concevoir des dispositifs qui permettent vraiment d'être efficaces. Et ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont travaillé sur la conception des dispositifs, ils ont construit également tout ce qui avait trait au suivi de l'efficacité de ces dispositifs. Donc là, une illustration, vous avez un barrage en haut qui est sur la Loire. C'est un ouvrage qui n'est pas très important, il doit faire 2 mètres de haut. Il a été construit à la fin des années 60, vous voyez déjà à la fin des années 60, en bas à droite, on avait prévu de faire un passe à poisson. Donc c'est un ouvrage, vous voyez, 2 mètres.
Là, il y a 4 bassins, donc je vous laisse imaginer les marches à franchir. Vous voyez la largeur de l'ouvrage. Et suite à la construction d'une centrale hydroélectrique sur ce barrage, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué toute la recherche qui a été faite par ces 2 pionniers, qui a été synthétisée dans un guide en 1994 qui reste toujours d'actualité. Et voilà, à droite, la passe à poisson qu'on fait aujourd'hui. Donc vous voyez finalement le progrès entre quelque chose qu'on a fait à la fin des années 60 et quelque chose qu'on fait aujourd'hui. C'est absolument sans commune mesure. Et si on peut passer s'il vous plaît à la diapo suivante, en fait, ces pionniers ont entraîné dans leur sillage tout un écosystème, dirais-je, de chercheurs, de maîtres d'ouvrage, de laboratoires, de bureaux d'études, d'établissements publics et d'industriels, qui ont permis de construire progressivement, vous voyez, toute une série de guides. On a vu des guides tout à l'heure, mais là, vous voyez, en 1994, le premier guide, 2006, un second, 2008, un autre, avec, en 2008, vous voyez, une autre préoccupation. Jusqu'à présent, on a travaillé à faire monter les poissons. Là, on cherche à les faire descendre sans qu'ils passent par les turbines, et donc en réduisant la mortalité. Et ensuite, on a la prise en compte des autres impacts. Une fois qu'on a commencé à s'attaquer, finalement, ce qui est le plus évident, c'est l'impact sur la vie piscicole. On a la prise en charge de tous les autres impacts. Donc, les zones de frayère, on en avait parlé, c'était porté déjà en 1984 par la loi. Mais la gestion des sédiments, parce que c'est un sujet auquel est confrontée la filière, la qualité de l'eau dans les retenues, à l'aval des retenues, le génie écologique. Donc aujourd'hui, quand on fait le bilan, si vous regardez, c'est des centaines d'articles de chefs de recherche. Vous avez des congrès qui sont dédiés à la problématique de l'impact environnemental des aménagements hydroélectriques. Vous avez des dizaines de thèses qui existent et qui sont encore en cours. Ce matin, Olivier Thibault a exposé une préoccupation sur les anguilles. Il y a encore une thèse qui est sortie il y a 2 ans sur l'anguille. Donc c'est un écosystème qui, depuis ces années, vit toujours. On a un tissu d'acteurs, je vous disais, qui est extrêmement riche, des espaces de collaboration qui sont très nombreux entre tous ces acteurs sur des zones de travail qui permettent d'acquérir de la connaissance et de capitaliser de la connaissance. Et à la fin, en fait, on a des centaines de réalisations opérationnelles qu'on peut suivre et sur lesquelles on peut continuer à acquérir de la donnée. Ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, et on l'oublie, on le dit peu, parce que la filière fait peu parler d'elle, mais au bout du compte, et je pense que M. Blago abondera dans ce sens-là, on a un vrai domaine d'excellence français en matière de gestion des impacts des aménagements hydroélectriques. La France a été pendant très longtemps une pionnière en Europe. On est venu voir ce qu'on faisait en France de tous les pays d'Europe pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, la question n'est pas, reste quand même d'actualité. Comment concilier la politique de continuité écologique des cours d'eau et de développement de l'hydroélectricité, notamment la petite hydro, ça reste un sujet quand même un peu sensible. Pourquoi malgré tout cette expertise depuis des années, ce sujet est encore assez délicat? Alors c'est vrai qu'il y a des tensions sur le sujet. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis la loi de 84, le corpus réglementaire a significativement pris de l'ampleur. Dans la foulée de la directive cadre sur l'eau, on a eu une loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui est allée un cran plus loin puisqu'elle a défini les objectifs de qualité cours d'eau par cours d'eau. Et aujourd'hui, on a une activité qui est extrêmement réglementée, puisque au-delà de ces objectifs de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, on reste soumis finalement à tout ce qui est dans le code de l'environnement, et donc y compris à la fameuse séquence ERC dont on a parlé. Une des problématiques à laquelle on est confronté, qui a été évoquée à plusieurs reprises, entre autres par Jean-Philippe Blago, c'est qu'on a une activité qui est extrêmement visible, on est très présent, on est physiquement très présent. Donc il y a des impacts qu'on ne peut pas nier, mais ceci dit, quand on regarde les problématiques environnementales et les problématiques piscicoles en particulier, en fait, il y a un nombre de pressions
sur le milieu qui est extrêmement important. Quand on parle de pollution industrielle, de pollution par les stations d'épuration, de pollution diffuse par l'agriculture, de pression par la pêche également, malgré tout. Et donc toute la difficulté, c'est de réussir à faire la part des choses. Je crois que ça a été dit aussi tout à l'heure, il faut réussir à embarquer tous les sujets si on veut véritablement obtenir des résultats. Mais peut-on encore faire de l'hydroélectricité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore monter des projets? Est-ce que le droit est suffisamment équilibré pour protéger les intérêts et des milieux et des énergéticiens? Alors c'est une bonne question. Pour moi la réponse est dans le fait qu'on dispose de la boîte à outils qui permet de gérer ces impacts, de les évaluer, de les mitiger, de les suivre, donc de faire le bilan. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, je pense, c'est que la filière a une vraie maturité sur le sujet, parce que depuis les années 90, dirais-je, elle a une conscience aiguë du fait que son acceptabilité passe par la gestion de la biodiversité. Les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, dirais-je, c'est d'une part que c'est une activité ancienne, et que intégrer une dimension environnementale à des aménagements qui n'avaient pas prévu à l'origine, c'est une difficulté supplémentaire par rapport aux autres filières. On a dit tout à l'heure qu'il fallait prendre dès l'origine. En l'occurrence, une partie des aménagements sur lesquels ce n'était pas possible. Et puis, une deuxième difficulté, c'est que en fait, les objectifs qui sont définis dans le corpus législatif et réglementaire sont très qualitatifs. Ce qui est en fait normal, puisque finalement c'est très difficile de définir a priori des objectifs quantitatifs aménagement par aménagement. Ils sont tous différents, d'une part par conception, ils sont tous différents par les enjeux effectifs des cours d'eau sur lesquels ils sont présents. Et donc aujourd'hui, toute la question c'est de savoir correctement calibrer les dispositifs qu'on met en place dans une logique, j'ai envie de dire, coefficacité. Je prends un exemple tout simple. On a une vraie préoccupation aujourd'hui d'équipement des prises d'eau pour éviter que les poissons ne passent dans les turbines. Les débats du moment, c'est est-ce que je mets un plan de grille avec un espacement de 12 mm ou de 20 mm? Quand je passe à 12 mm, je gagne moins de 1% sur la mortalité dans les machines. Par contre, mon ouvrage coûte 10% plus cher. Donc voilà, toute cette question, tout le débat tourne aussi autour de ce sujet, et finalement il tourne autour de la capacité qu'ont les services instructeurs à arbitrer ces questions-là. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. On en a parlé, Jules l'a dit dans son introduction, on a aujourd'hui des services instructeurs qui très souvent sont plutôt en charge de la protection de l'environnement, de la biodiversité, et donc l'arbitrage avec l'énergie reste une question qui est ouverte, qui est un point de difficulté. Monsieur Brevion, pardon. C'est peut-être l'occasion, du coup, aujourd'hui, toujours dans cette idée d'objectiver les impacts, de refaire le point sur ce qu'est une centrale hydroélectrique et justement quels sont les impacts positifs également, hein, pas que négatifs, on l'a aussi dit ce matin, il faut voir les choses ensemble. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment ça fonctionne, nous rappeler comment ça fonctionne et les perturbations et les points forts qu'elle peut développer localement? Bonjour à tous, déjà je vous remercie pour votre invitation. Alors, j'aimerais introduire le propos par le fait que quand on parle d'énergie renouvelable et de biodiversité, on ne peut pas opposer les deux termes. Les deux termes sont vraiment étroitement liés, notamment du fait que si on ne produit pas d'énergie renouvelable, par principe, de mon côté, je pense qu'on pollue. C'est donc le cas pour toutes les énergies renouvelables, mais notamment pour l'hydroélectricité, puisque l'hydroélectricité aujourd'hui est la seule énergie renouvelable mature qui permet de répondre aux besoins du réseau et notamment de sa flexibilité. Si cette énergie n'était pas présente aujourd'hui dans notre mix national, par exemple, on devrait faire appel à beaucoup d'énergie issue de sources fossiles qui sont très néfastes pour la biodiversité. Maintenant, malgré toutes les vertus de l'hydroélectricité, je vais quand même vous présenter les ouvrages
que nécessite la production d'hydroélectricité et du coup les impacts que ça peut lier sur l'environnement. Puisque à partir du moment où on va réaliser un ouvrage anthropique dans un milieu qui est naturel, c'est normal que l'écosystème réagit et crée peut-être, présente des déséquilibres écologiques. Donc pour commencer, on va prendre le cheminement naturel de l'eau, donc c'est-à-dire de l'eau qui descend de la montagne, qui descend de l'amont vers l'aval, et suivre les différents ouvrages que va rencontrer cette goutte d'eau. Donc le premier ouvrage, c'est le barrage, ou le seuil en fonction de la taille de l'ouvrage, qui va permettre la dérivation de l'eau. Donc c'est-à-dire qu'on va prélever une partie de l'eau de la rivière, où elle s'écoule naturellement, pour l'orienter vers un canal d'amener, donc, ou une conduite forcée, qui est un ouvrage qui permet la dérivation du débit de la rivière. Donc le barrage, pour la dérivation, va nécessiter de créer un dénivelé entre l'amont et l'aval, donc de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres, par exemple dans le Grand Hydro. Et cette discontinuité dans le milieu va créer des déséquilibres écologiques, notamment vis-à-vis de la continuité écologique, qui peut être sur le volet piscicole et aussi sédimentaire. Ensuite, au moment de la dérivation de l'eau, donc on dérive des molécules d'H2O, mais on dérive aussi des poissons, puisque les poissons, comme M. Galland l'a précisé, peuvent être attirés par nos ouvrages et donc être attirés par les canaux d'amener. Aujourd'hui, les canaux d'amener ne sont plus les impasses qu'on pouvait trouver il y a un siècle, puisque bien sûr, il y a un siècle, les contraintes environnementales n'étaient pas de la même contenance que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et donc, il y a un siècle, c'est normal que l'hydroélectricité ait souffert d'une image qu'on pourrait qualifier de turbine égale machine à sushi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque on a intégré des dispositifs qui permettent de limiter, voire même d'éviter sur plusieurs types de centrales ce phénomène problématique pour le contexte piscicole. Donc une fois arrivé au niveau de la turbine, il faut ensuite restituer l'eau vers la rivière, donc via un ouvrage dédié qui est un canal de fuite. Et cette restitution, en fait, en fonction du débit qu'on va avoir par rapport au débit naturel de la rivière, va être plus ou moins attractif pour le poisson. Donc vis-à-vis de cette attractivité, cela va aussi créer des incidences sur le milieu et les flux biologiques. Je veux bien, si vous voulez, qu'on puisse passer à la prochaine diapo. Donc, au niveau des effets positifs, en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'hydroélectricité, son caractère assez vieillissant sur certains ouvrages n'est pas forcément une incidence négative pour le milieu, puisqu'en fait, l'hydroélectricité s'intègre dans le milieu déjà depuis plusieurs dizaines d'années, voire même siècles sur certains ouvrages. Certains ouvrages, en fait, se sont développés à partir des ouvrages de moulins qui étaient déjà présents, et où déjà depuis plusieurs siècles, on a des écosystèmes qui se sont développés grâce à la modification du milieu. Donc là, par exemple, on peut voir sur la photo en haut à gauche, ce qui se passe en fait en amont d'un barrage, c'est lorsqu'on crée un barrage, on crée une retenue d'eau en amont, donc avec un effet plan d'eau, où les vitesses vont être ralenties et les profondeurs vont augmenter. Ça permet de en fait créer certains écosystèmes qui sont assez intéressants pour les milieux aquatiques et pour les espèces qui vont les peupler. Donc là notamment c'est une roselière dans le Doubs. C'est des zones en fait qui sont très favorables pour la vie faune, et on peut aussi trouver des zones humides dans ces zones-là qui peuvent être très intéressantes pour les amphibiens et d'autres espèces remarquables. On parlait tout à l'heure de potentiel. Est-ce que le potentiel hydroélectrique il est réduit à zéro? Pour ma part, même si je ne suis pas objectif, je dirais non. En fait, aujourd'hui, en quelques décennies, suite à l'essor industriel de la France, on a voulu développer le BTP très fortement. On a eu des problèmes d'approvisionnement de matières premières.
et les rivières ont été une source d'approvisionnement en ces matières premières. Ainsi, entre les années 70 et 1990, pour la plupart des extractions de granulats, on est venu tirer profit des matériaux naturels de la rivière pour permettre la construction de certains ouvrages. Donc, ce qui a posé problème, c'est qu'en fait, on est venu complètement déséquilibrer le transit sédimentaire et la morphologie naturelle des cours d'eau. Et ça a posé des problèmes au niveau de la pente du cours d'eau, qui s'est accentuée sur certaines portions. Cette augmentation de la pente du cours d'eau va poser ensuite des problèmes au niveau de l'érosion des berges et du fond du lit. Or, l'humain, en fait, depuis la nuit des temps, il développe son activité au bord des cours d'eau, puisque c'est un endroit favorable pour son développement et son maintien de son activité. Et ainsi, il développe aussi tous les ouvrages qui lui permettent de se maintenir dans cet environnement. Donc ça peut être des ouvrages d'art, comme par exemple des ponts, comme on peut voir là sur la photo en haut à droite. Ça peut être simplement des habitations ou des quais, des ouvrages de génie civil en fait, dont les fondations sont à proximité d'un cours d'eau. Et en fait, avec ces problèmes d'érosion, au fil du temps, on s'est aperçu que si l'homme ne faisait rien pour maintenir le profil en long du cours d'eau, c'est-à-dire maintenir le lit du cours d'eau, on allait en fait détruire tous les ouvrages qui étaient à proximité des cours d'eau qui avaient subi cette extraction de granulats et la rectification des rivières. Donc l'homme a construit beaucoup d'ouvrages qu'on appelle stabilisateurs. Donc là par exemple, ça c'est un ouvrage qui est situé sur l'Adour, dans le sud-ouest, au niveau d'un pont. Et en fait cet ouvrage il permet de conserver le pont, malgré la problématique d'érosion qui est maintenant visible sur ce site. Aujourd'hui, en fait, c'est des sites où on a des problèmes de mise en conformité au niveau de la continuité écologique, puisque, en fait, on a un ouvrage qui est présent, on connaît son usage, on sait que son usage est important, il doit être pérennisé dans le temps, il faut garder ce genre d'ouvrage si on ne veut pas reconstruire, par exemple, tous les ponts sur ce bassin versant. Et du coup, on a en parallèle ces problématiques de continuité écologique et de maintien d'une certaine biodiversité entre l'amont et l'aval de l'ouvrage. Donc pour répondre à ça, en fait, aujourd'hui, l'hydroélectricité, c'est une chance, puisque en fait, on va créer de la valeur, on va pouvoir créer une richesse locale en développant un projet hydroélectrique, par exemple, sur cet ouvrage, à partir d'un ouvrage existant. Donc on ne va pas créer de nouveaux impacts. Et par contre, avec les fonds qu'on va récupérer grâce à la revente de l'électricité, on va pouvoir supporter financièrement les enjeux de mise aux normes vis-à-vis de la continuité écologique. Donc ça, c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut développer le potentiel hydroélectrique à partir du moment où on se donne les moyens, sans créer de nouvelles problématiques pour l'environnement. Et en dessous, je crois que vous nous montrez un petit peu les travaux qu'il faut faire, parce que même si l'hydroélectricité peut redonner un point de richesse locale, il faut quand même investir sur des équipements conformes aux exigences de continuité écologique. Il y a des choses qui se sont mises en place, ça a beaucoup évolué pendant ces dernières décennies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les points les plus innovants des projets là, que vous avez Complètement. Donc, comme le rappelait M. Galland, aujourd'hui, voilà, l'hydroélectricité est une activité qui est bien visible dans le paysage. C'est facile d'identifier les impacts, donc c'est facile de taper sur l'hydroélectricité. Ainsi, c'est normal que depuis des années, les institutions mettent des protocoles de demande de mise en conformité des ouvrages pour essayer d'améliorer les situations existantes, puisque voilà, il y a pu avoir quand même des abus lors du développement des centrales hydroélectriques, à cause notamment d'une contrainte environnementale aussi plus faible au début du siècle dernier. Donc, ce qui est visible par exemple sur l'illustration de gauche, en bas à gauche, donc c'est par exemple une mise en conformité banale, entre guillemets,
puisque c'est quand même quelques millions d'euros qui ne sont pas négligeables vis-à-vis du chiffre d'affaires de la centrale. C'est une mise en conformité que l'administration va demander et que le propriétaire de la centrale va devoir appliquer avec notamment l'OFB, comme c'est possible en France. Néanmoins, on a certains porteurs de projets qui ne s'arrêtent pas là, à cette mise en conformité bête et méchante, puisque en fait, aujourd'hui, on a des mises en conformité qui s'accompagnent, comme pour ce site-là, par exemple, qui est situé sur le Gave d'Aspe dans les Pyrénées-Atlantiques, où le porteur de projet, Madame Christine Etchegoyen, n'a pas seulement installé une passe à poissons, elle a aussi installé, de son propre chef, sans que l'administration lui demande, un système de vidéocomptage. Donc, comme vous pouvez voir sur l'illustration du centre, en fait, c'est un système qui se met en sortie de passe à poissons et qui permet d'enregistrer le passage d'espèces piscicoles, donc qui permet de déterminer en fait le nombre d'espèces, leur sexe, leur âge. Et ce genre de dispositif en fait est très intéressant pour acquérir de la donnée, qui est souvent très faiblement possible en fait dans des milieux où l'hydroélectricité s'est développée, puisque c'est des milieux qui sont complètement naturels par endroits, et donc où l'approfondissement des connaissances est quand même assez peu poussé. Donc là, le développement hydroélectrique à cet endroit-là a permis d'acquérir plus de données. Donc c'est notamment le cas pour les centrales hydroélectriques, puisque voilà, comme c'est une énergie qui est quand même assez vieille, aujourd'hui en fait on a pour la plupart des centrales, on est en renouvellement d'autorisation préfectorale. Donc c'est-à-dire que l'administration nous a déjà accordé un titre d'exploitation et il faut renouveler l'exploitation. Donc c'est des choses par exemple qui commencent à arriver dans les centrales solaires et éoliennes. Ça, c'est quelque chose qui est là déjà depuis un moment dans l'hydroélectricité et où l'administration nous demande du coup des mises à niveau environnementales. Donc l'acquisition de données comme ça, le suivi environnemental des sites, chose qui n'est pas forcément obligatoire par rapport à l'administration, est fait pour beaucoup de centrales. Donc c'est fait notamment via le syndicat France Hydroélectricité, qui est le syndicat des producteurs hydroélectriques, et qui, au sein de son syndicat, a même créé en fait une commission environnement qui développe cette thématique et ne veut pas forcément uniquement se restreindre à son expertise hydroélectrique et a une volonté de s'ouvrir en fait sur cette compétence pour être de plus en plus fort et connaître de plus en plus son territoire pour accompagner au mieux l'administration et les porteurs de projets. Donc là aussi, l'enjeu d'avoir des données, de gagner en connaissance sur les impacts, les milieux, l'état dans lequel ils sont et les espèces qui y vivent est très, très marqué. Et on voit que malgré, on va dire, toute l'expérience qu'a la filière en la matière, on a encore des enjeux de biodiversité à prendre en compte et on a de quoi encore s'améliorer. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose quelques minutes pour 2-3 questions, à la fois sur l'hydro, mais également sur la séquence précédente sur le photovoltaïque. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, on en a une devant. Le micro arrive. J'ai une question pour chacun. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez des moulins. Il y a des trucs de 3000 moulins en France, pour avoir votre avis. Et puis pour monsieur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les sédiments? Alors sur la problématique des sédiments, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, l'activité, l'hydroélectricité, finalement n'a pas d'impact sur la qualité des sédiments. On a un impact qui est lié aux activités industrielles à l'amont, très souvent sur les activités minières. Donc en fait, on récupère dans les retenues des sédiments qui sont pollués. Et aujourd'hui,
la législation prévoit que c'est le détenteur de la retenue, quel que soit son statut, ça peut être un établissement public, ça peut être un hydroélectricien, il devient propriétaire des sédiments. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce que derrière, on a une concentration de pollution qui est importante dans les retenues, et ça pose des problématiques quand il s'agit finalement de curer ces retenues et d'évacuer les sédiments, puisque aujourd'hui, ils sont considérés comme déchets quand on les sort, et donc il faut les évacuer dans des filières adaptées, et quand ils sont pollués, ça coûte extrêmement cher, puisque c'est dans des décharges adaptées qui peuvent partir. Donc là, on a un vrai sujet. Qu'il faudrait sans doute prendre sous un angle un peu différent, parce qu'aujourd'hui, c'est un poids qui est très très important, j'ai envie de dire trop important pour les propriétaires des ouvrages. Il faudrait trouver une façon de gérer ça de façon plus collective, sinon on ne va pas y arriver, je pense. Monsieur Brebis. Pour répondre à la question, donc comme l'homme l'a vécu par expérience, parce que voilà, on apprend beaucoup par expérience, donc ça arrive avec l'histoire de faire des choses et de le regretter après. Donc c'est vrai qu'il y a eu une politique de restauration de la continuité écologique assez agressive ces dernières années, avec une volonté d'effacement des seuils. Donc l'effacement, voilà, c'est la démolition pure et nette des ouvrages, notamment de moulins. Quand c'est comme ça, c'est vrai qu'il y a certains seuils en fait où ça nécessite une étude approfondie pour savoir en fait le coût-bénéfice de cet effacement, puisque bon, les moulins, ils maillaient le territoire, mais aujourd'hui en termes de production hydroélectrique, il y a certains moulins où on peut en effet voir que leur effet sur l'environnement est assez important vis-à-vis de la production énergétique possible, puisqu'avant on tirait juste uniquement de la force motrice de l'eau, et l'idée c'était de décentraliser une force motrice pour pouvoir exploiter une industrie dans une vallée reculée. À l'inverse, en fait, sur certains seuils de moulins, ce qu'on peut voir aujourd'hui, et ce qui est ce qu'on essaye de développer à notre échelle, c'est au lieu d'effacer un par un les moulins qui ont du coup une production hydroélectrique dérisoire, et qui par contre posent des soucis vis-à-vis de l'environnement, c'est plutôt de regrouper l'ensemble de ces moulins, puisque sur beaucoup de cours d'eau qu'on trouve aujourd'hui, ces moulins ils sont en cascade en fait, donc ils s'enchaînent l'un derrière les autres, et au lieu d'avoir plusieurs dérivations, donc l'une après l'autre, et dériver une petite turbine derrière une autre petite turbine, en fait prendre un moulin qui est situé en amont, celui-là le conserver, notamment s'il a un intérêt patrimonial, et ceux qui suivent, voir si on doit les maintenir dans le cours d'eau pour essayer de dériver le cours d'eau sur une distance un peu plus longue et donc avoir un potentiel hydroélectrique un peu plus fort. C'est au niveau d'une petite échelle ce qui se fait actuellement, et ce qui se fait aussi actuellement dans la Grande Hydro, puisque le dernier projet de la Grande Hydro qui a été réalisé ces dernières années sur la Romanche, c'est exactement le même système. Au lieu d'avoir des centrales qui s'enchaînent une après l'autre, et donc du coup qui ont des impacts résiduels qui s'enchaînent, on essaye de les supprimer pour n'avoir qu'une seule usine en aval, qu'un seul barrage en amont, et du coup diminuer l'impact total de l'ouvrage avec une augmentation du potentiel grâce aussi à l'avancement des technologies dans ce domaine-là. Une question devant également. Oui, j'avais une question sur les diminution des débits des fleuves. Donc en 2070, les prévisions sont à 50% de débit moyen annuel sur la Garonne, par exemple. Ça veut dire aussi qu'on n'aura plus de glaciers dans les Pyrénées, on aura plus de couverture d'hiver qui sera très réduite, donc on n'aura plus de réserve de forme d'eau pour alimenter les fleuves. Donc ça veut dire que le débit d'étiage il sera très fortement impacté. Donc sans doute que le rapport entre les fonctions de production d'électricité, notamment en secours du système électrique, avec cette capacité qu'on a aujourd'hui avec l'hydraulique à piloter et les fonctions de maintien du bon état biologique des cours d'eau, ça va probablement être modifié et probablement très fortement, et peut-être que demain l'hydroélectricité deviendra
l'énergie renouvelable, variable, l'éolien et le solaire. Et comment est-ce que vous anticipez ça? Alors, effectivement, hein, le changement climatique aura un impact sur l'hydroélectricité, comme je pense sur beaucoup des autres activités humaines. Aujourd'hui, quand on regarde les projections, ce qu'on constate, c'est que, alors je le fais à grosse maille, hein, parce que si on rentre dans les détails, c'est compliqué, mais de manière générale, la quantité d'eau qui va tomber est la même, pour la France en tout cas. Même s'il y aura quelques disparités entre l'Est et l'Ouest et entre le Nord et le Sud. La France est au point de bascule, hein, quelque part, de l'effet du changement climatique sur les précipitations. Donc il y aura un effet qui sera plus sur la répartition dans l'année, avec ce qu'on commence à voir aujourd'hui, hein, même s'il ne faut pas surinterpréter les événements ponctuels, hein, il y a des échelles statistiques de long terme, mais on aura plus d'événements forts, des précipitations importantes en hiver, et des étiages qui seront effectivement très nettement plus marqués. Donc on va avoir cette différenciation. On a un autre effet, où on en a parlé dans d'autres domaines, hein, qui est l'évapotranspiration. C'est ça qui fait qu'en fait le débit des cours d'eau risque de diminuer. C'est-à-dire qu'on aura non pas un effet de la quantité d'eau, mais un effet de l'évapotranspiration, de la consommation par les plantes et de la restitution directe par les plantes. Alors, pour autant, est-ce que ça veut dire que l'hydroélectricité va perdre sa fonction? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle va nous demander, à la filière, de s'adapter. Sans doute de reconcevoir les usines, puisque quand on a plus d'eau à une période de l'année et moins à une autre, en réalité, c'est pas simple à gérer pour une centrale puisqu'elle a été dimensionnée pour un débit donné. Donc il faudra retravailler certainement le dimensionnement des ouvrages, il faudra retravailler la façon dont ils fonctionnent. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que si on a des épisodes marqués durant l'hiver, on est capable de faire du stock. Et je vous rappelle que ce stock, il est quand même extrêmement important. Il est important pour l'hydroélectricité, il est aussi important pour beaucoup d'autres usages, en priorité l'eau potable, mais pas que. L'agriculture, évidemment aussi. La vie piscicole, on a vu en 2022, un des règles de l'année 2022, à nouveau, il ne faut pas extrapoler outre mesure ce qui se passe une année, tout ce qui va se produire, mais en 2022, on a des cours d'eau qui sont passés en sec, alors qu'on n'avait jamais vu auparavant, y compris dans l'est de la France. Et ce qui s'est produit, c'est que toutes les petites retenues qui existaient sur ces cours d'eau ont été autant de zones refuge pour la biodiversité. On aurait tout détruit sinon. On a trouvé des zones refuge. Donc l'hydroélectricité, oui, va être impactée. Ça va demander des adaptations. Ça va demander des adaptations en matière de modularité de principe de fonctionnement. On peut aussi se dire qu'il faudra aller, et là on sait qu'on touche à un sujet qui est ultra sensible, il faudra sans doute aller se poser la question d'augmenter la capacité du stockage, parce que ça sera vrai non pas seulement pour l'hydroélectricité, mais pour le reste de l'eau potable sans doute également. Merci monsieur. Une dernière réponse rapide et on passe à la suite. Rapidement, j'enlève la casquette ingéo et je prends ma casquette OCA, puisque j'appartiens à d'autres bureaux d'études aussi qui sont étroitement liés. Donc, nous, grâce à l'hydroélectricité aujourd'hui, on permet le soutien d'étiage, c'est-à-dire avec les réserves hydroélectriques qui sont en amont, donc notamment dans les contextes, pour ma part, pyrénéens. Donc on utilise la réserve issue des lacs de barrage pour pouvoir soutenir les débits en période d'étiage. Donc ça a plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est environnemental, pour maintenir de l'eau dans les cours d'eau pour le maintien de la vie aquatique. Et le deuxième rôle aussi, c'est satisfaire les usages, dont le premier qui est l'alimentation en eau potable. Donc ça, c'est important. Et en gros, voilà, on développe des mécanismes, donc avec EDF notamment, avec Météo France, pour estimer au mieux les débits naturels qui vont s'écouler dans le cours d'eau en période critique, et si besoin, organiser des lâchers en amont, qui sont possibles grâce à du stock réalisé avec les grands barrages, pour pouvoir soutenir ces débits et les maintenir assez élevés en période d'étiage.
Juste sur le point de vue technique, aujourd'hui, ce qu'on voit en fait, c'est qu'avec l'avancement de la technologie, puisqu'on a presque 100 ans d'expertise sur les turbines, on arrive à avoir des turbines qui sont de plus en plus modulables, de plus en plus réglables. Et donc en fait, avec moins d'eau, on arrive à faire autant d'énergie. Donc certes, si on a une grosse variation de débit, on peut avoir une grosse variation de production, mais ce qui est visible, c'est qu'en fait aujourd'hui, au moment des renouvellements d'autorisation, on en profite aussi, non pas de faire que de l'investissement non productif, entre guillemets, qui va être sur les compartiments environnementaux, on va faire aussi des investissements sur l'organe de production en tant que tel, changer les turbines avec des dispositifs qui s'adaptent mieux aux variations de débit et notamment aux faibles débits pour pouvoir les démarrer assez tôt, même avec des débits très faibles. Merci messieurs, merci à tous d'avoir suivi ces sessions. Je laisse la parole à Nathalie pour la dernière table ronde de la journée.